Et salut à tous, c'est Jody des livres de la crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un update. J'ai pas mal de livres à vous présenter, pas mal de livres et une seule série en somme. Donc je vais commencer de ce pas, vous connaissez le principe des updates, hein. Je vais vous présenter des livres que j'ai lus dernièrement et vous donner bien sûr mon avis sur ceux-ci. Le premier livre que j'ai lu dernièrement c'est La couleur tombée du ciel de Gutanabe par H.P. Lovecraft. Donc du coup c'est une adaptation de la nouvelle éponyme du coup de H.P. Lovecraft par la magnifique plume de Gutanabe. Les dessins sont absolument prodigieux pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire. Nous allons suivre bien sûr l'arrivée d'une météorite au sein de la famille Gardner, au sein de la ferme de la famille Gardner et finalement leur perte suite à l'arrivée de cette météorite. C'était génial, de l'horreur cosmique comme je les aime. Je trouve que moi personnellement, il y a des gens qui n'ont pas forcément d'accord là-dessus. Moi je trouve que Tanabe arrive à assez bien retranscrire en fait l'esprit de Lovecraft dans cette nouvelle. En plus sur Instagram effectivement, c'est vrai que c'est très intéressant, vous avez été nombreux à me le dire. C'est très intéressant la façon dont Tanabe arrive à retranscrire cette histoire sans couleur, alors qu'à la base, toute la base de cette histoire c'est la couleur justement très étrange qui n'existe pas finalement. C'était extraordinaire, je ne peux que vous conseiller ce manga si ce n'est pas déjà fait, et tous les mangas d'ailleurs de Tanabe qui adaptent les œuvres de Lovecraft. Autre livre que j'ai lu dernièrement, j'ai lu Fin de Patrick Sénécal. Fin, c'est un roman dans lequel nous allons suivre dans la petite ville de Katpidi l'arrivée en fait d'une foire, du bal du chien chaud comme chaque année. Sauf qu'en fait, exceptionnellement cette année-là, un cirque va débarquer en ville. Un cirque très particulier qui n'est autre que l'Humanus Circus et qui en fait fait des spectacles pour adultes uniquement. Ils vont semer la pagaille dans cette petite ville de Katpidi et donc nous allons observer cela. C'était super, moi j'ai bien aimé ce roman, ça m'a fait beaucoup penser à La plume de Stephen King, assez paradoxalement puisque ici, même si nous sommes dans une plume très différente, voilà, dans l'esprit ça m'a fait penser à King. On est en fait dans les affres de la nature humaine. Vous êtes un peu dégoûté de l'être humain quand vous lisez ce livre, et en même temps c'est fascinant, c'est très intéressant. Ce n'est pas mon préféré des Sénécal, cela dit. J'aime beaucoup cette ambiance foire, cirque, etc. Vous me connaissez, mais c'est pas mon préféré des Sénécal parce que contrairement à d'autres Sénécal, j'y ai trouvé des longueurs. Donc à mon sens, pas forcément le Sénécal par lequel il faudrait commencer si vous n'en avez jamais lu. Essayez de lire d'autres choses avant, d'autres romans qui seraient un petit peu plus phares de sa plume, avant de commencer par Fin. Néanmoins, très intéressant encore une fois, Patrick Sénécal dans ce récit encore réalise un pont avec d'autres de ses romans. Nous revoyons le personnage de Michel Beaulieu, la Reine Rouge, qui est absolument prodigieux, moi j'adore ce personnage. Une bonne lecture donc, un bon pavasse, mais avec quelques longueurs, donc je vous conseille de commencer par un autre Sénécal si vous avez envie de lire sa plume et que ce n'est pas fait encore. Par contre, pour ceux qui ont, comme moi, ont déjà lu énormément de romans de Sénécal et qui sont en recherche d'autres, Fin, c'est très très bien, quoi. Ensuite, j'ai lu Ce que nous avons perdu dans le feu de Marianne Enriquez. Ce que nous avons perdu dans le feu, c'est un recueil de nouvelles horrifiques de la plume de Marianne Enriquez. Nous avons 12 nouvelles et ce sont des nouvelles que moi j'ai trouvées absolument passionnantes. C'est extraordinaire, ce sont des nouvelles glaçantes qui, en fait, si vous voulez, plongent dans l'horreur sans pour autant que ça soit trashouille, sans pour autant que ça soit frontal. C'est-à-dire que plane une ambiance très inquiétante sur ces nouvelles. On a des histoires toutes plus différentes les unes que les autres, mais là où c'est intéressant, c'est que bien que nous soyons dans des histoires d'horreur, elles sont profondément ancrées dans l'histoire avec un grand H et dans le contexte de l'Argentine. En fait, Mariana Enriquez, par le biais de ses histoires un petit peu inquiétantes, elle nous fait découvrir aussi son pays, notamment la pauvreté, la misère, le traitement aussi des femmes. Enfin, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, de thèmes importants, et c'était une très très bonne lecture, franchement, que j'ai beaucoup aimé. Je voulais lire en fait d'abord ces nouvelles inquiétantes avant de lire Notre part de nuit, qui est un sacré gros pavé pour voir si j'accrochais avec sa plume, et ça a été définitivement le cas. Ce sont vraiment des nouvelles que je ne peux que vous conseiller, quoi. Ensuite, j'ai lu Réinventer l'amour de Mona Chollet. Réinventer l'amour, en fait, je suis un peu mitigée. Si vous voulez,
on est dans un essai qui nous explique comment les comportements patriarcaux peuvent être vraiment problématiques dans la vie de couple notamment dans les relations hétérosexuelles, et comment ces comportements-ci peuvent réellement gâcher les relations hétérosexuelles. En fait, moi, au vu du titre, je m'attendais à ce que, oui, évidemment, on nous expose les problèmes qui résultent de ces comportements-ci, mais je m'attendais aussi à ce qu'on nous propose des solutions. Voilà, moi je m'attendais à ce qu'on nous propose des alternatives sur comment effacer ces carcans, sur comment réinventer l'amour en tant que tel. Voilà, je m'attendais à des alternatives. Et en fait, c'est pas du tout le cas dans ce récit. C'est un récit qui est même plutôt déprimant, parce que Mona Chollet va nous exposer en fait par des exemples tous plus divers et variés les conséquences de ces comportements et les problématiques. C'était pertinent, mais c'était pas forcément ce que j'attendais. De plus, cette forme, je l'ai trouvée assez indigeste, parce qu'en fait, on est un peu en mode on te montre un exemple, on t'explique. On te montre un exemple, on t'explique. On te montre un exemple, on t'explique. Et du coup, en fait, j'ai trouvé ça assez lancinant à la lecture, assez laborieux. Donc pas forcément un coup de cœur, je dois l'admettre, mais en fait parce que c'était pas ce à quoi je m'attendais, tout simplement. C'était pas ce que j'attendais de lire, donc voilà, petite déception, je dois l'admettre, pour cet essai, quoi. Ensuite, j'ai lu Faust de Goethe. Dans Faust de Goethe, nous allons suivre le personnage de Faust qui, alors qu'il est complètement déprimé, il trouve plus de sens à sa vie, il est vraiment extrêmement malheureux, Faust. Il va en fait vendre son âme au diable contre la réalisation de tous ses désirs. Retrouver sa jeunesse, l'amour, etc. etc. Et on va suivre en fait les aventures de Faust et de Méphistophélès. Voilà. Cette tragédie, ce drame est découpé en deux parties. On est dans du théâtre. Forme que moi je ne porte pas particulièrement dans mon cœur. Mais dans la première partie, ça l'a fait. J'étais à fond dedans, c'était marrant, c'était divertissant. J'avais envie de suivre les aventures de notre personnage principal et de Méphistophélès, vraiment. La seconde partie, en revanche, j'ai rien compris. J'ai rien compris du tout. Voilà, là on est dans le problème de qui dit œuvre ancienne, dit tu maîtrises pas toutes les références, tu vois. Et du coup, des fois, tu te sens con et tu te dis, je sais pas lire. Voilà, peut-être que je sais pas lire, mais je comprends pas ce que je lis. Je comprends pas du tout ce que je lis. Et c'est ce qui s'est passé dans la seconde partie de Faust de Goethe. J'avais très envie de lire cette petite tragédie, ce petit drame, parce que j'avais adoré les souffrances du jeune Werther. J'ai pas été déçue de la première partie de Faust. J'ai adoré la première partie. Mais la seconde, j'ai pas du tout aimé. Donc en fait, je suis dans un truc un peu mitigé, si vous voulez. Parce que j'ai adoré la première partie et j'ai pas du tout aimé la seconde. Donc voilà, on est sur une moitié j'adore, moitié pas du tout. Tu vois, c'est un peu bizarre, mais c'est mon ressenti à la lecture de ce grand classique que je suis tout de même heureuse d'avoir découvert, parce que clairement c'était plutôt une réussite, en tout cas pour la première partie, donc plutôt une réussite. J'ai lu ensuite la suite de Blackwater, le tome 4, La guerre, alors que la couverture n'était pas du tout ma préférée, il faut le dire. J'ai pour autant adoré ma lecture. J'ai adoré. C'était génial. Blackwater, vous le savez, on raconte l'histoire de la petite ville de Perdido dans laquelle va débarquer Elinor, une jeune femme très étrange dont on ne sait pas tellement l'origine, en pleine inondation. Et elle va semer un petit peu la pagaille. Génial. Génial ce tome 4. Il prend place dans un contexte historique, assez intéressant. Qui plus est, on a un approfondissement de l'histoire qui est extraordinaire. On a des réponses à des questions que l'on se pose depuis le début. C'était vraiment bien. Là aussi, des scènes terrifiantes, des scènes assez glauques. On n'est pas dans de l'horreur pure. Ce serait mentir que de dire que dans Blackwater, nous sommes dans de l'horreur pure. On est plus dans du fantastique inquiétant, avec des scènes vraiment très très sombres, cela dit. Mais les scènes, en fait, si vous voulez, on n'a pas beaucoup de scènes horrifiques, nécessairement. On n'en a pas énormément. Je veux dire, on en a pas mal, mais on n'en a pas énormément. Il y en a au moins 2 ou 3 par tome, en tout cas. Mais, quand elles ont lieu, c'est quelque chose.
quand elles ont lieu, c'est quelque chose. Hein. Tu y déconnes pas, quoi. Tu vois, t'as un truc bien gore et bien sanglant, tu vois. C'est-à-dire que on te parsème l'horreur, tu vois, mais alors quand on te la parsème, on te dit, allez, tiens, prends ça d'un coup, hein, prends toute l'horreur d'un coup. C'est un petit peu ce qui se passe dans Blackwater, et c'est ce que j'ai ressenti avec ce tome 4, qui a été juste extraordinaire. J'ai très hâte de lire la suite, hein, clairement, c'est ce qui est prévu. J'ai envie de lire la suite, donc ça ne sera chose tardée, hein, évidemment. Et je vous en dirai des nouvelles. Mais un tome 4, excellent. Ensuite, je me suis lancée dans un beau bébé. En fait, comme j'ai attrapé le Covid, voilà, je n'avais d'autre chose à faire que de lire, hein, vous vous en doutez. Bon, les 2 premiers jours, j'ai pas tellement pu parce que j'étais clairement au bout du rouleau, hein, voire les 3-4 premiers jours même. Mais ensuite, je me suis lancée dans la lecture et je me suis dit, quitte à être enfermée chez toi pendant 7 jours, tu vas lire un Pavas que t'oses pas sortir de ta bibliothèque. Ce Pavas, c'est Crime et Châtiment de Dostoïevski. Ça fait très longtemps que j'avais envie de le sortir et j'ai trouvé le courage en fait de le lire. Ça a été une très bonne lecture, franchement très bonne lecture. Ça m'a même surprise parce que j'avais très peur de le lire et finalement ça a été une bonne lecture. On va raconter l'histoire de Raskolnikov. Raskolnikov, en fait, c'est un jeune étudiant qui est contraint d'abandonner ses études, qui a pas d'argent, hein. Il vit dans la misère, quoi. Il vit dans la misère, il vit dans un tout petit logement. Et voilà, il a plus un rond. Il a plus un copec, il est dans la mouise. Et en fait, Raskolnikov, alors qu'il erre en plein désespoir et qu'il est clairement en dépression, hein, ce pauvre garçon, il va commettre l'irréparable. Il va tuer une prêteuse sur gage qui est particulièrement vieille, hein, et à laquelle il a vendu la montre de son père récemment. Et en fait, il va pas tuer qu'elle, hein, parce que évidemment, au moment où il va la buter, sa fille va rentrer dans la même pièce. Hein, donc témoin indésirable, il va tuer sa fille également. Et donc on va suivre toutes les conséquences de son acte, la suite en fait, de ce qui se passe. Et c'est un roman qui est très intéressant parce qu'on y traite de culpabilité, on y traite de santé mentale, on y traite de thèmes tous plus différents les uns que les autres. Et c'est hyper intéressant parce que je comprends mieux pourquoi on en parle comme de l'un des premiers thrillers qui ait été écrit, parce que c'est vraiment écrit comme un thriller. Il y a des parties, c'est découpé en chapitres avec des parties du coup, 6 parties d'après mon souvenir. Et c'est riche en rebondissements, il se passe toujours des trucs, c'est fou. La fin est extrêmement bien également de ce roman, je l'ai trouvé très pertinente. C'est vraiment un excellent roman, moi je l'ai trouvé vraiment très bien. Cela dit, petit hic, il faut s'accrocher les gars, il faut s'accrocher. Quand tu lis du Dostoïevski, il faut s'accrocher quand même, hein. Moi j'ai pas pu tu peux pas faire autre chose en parallèle, tu peux pas te déconcentrer de ton livre, tu vois, tu es obligé de rester accroché. Déjà, de 1, parce que c'est écrit minusculement petit, mais de 2 également parce que la plume est assez exigeante et donc du coup te demande une certaine concentration à la lecture. C'est pour ça que pour moi ça sera pas un coup de cœur, c'est la seule et unique raison qui fait que c'est pas un coup de cœur. C'est cet aspect de la plume qui fait que tu peux pas te déconcentrer sur autre chose ou t'es obligé d'être comme ça sur ton livre. T'es concentré à mort. Et ça c'est vrai que ce manque de fluidité à mon sens à la lecture, qui je pense est dû clairement à l'époque, hein, voilà, on n'a plus l'habitude de lire des récits qui sont écrits de cette façon. Voilà, c'est la seule chose qui fait que c'est pas forcément un coup de cœur pour moi, mais c'est un très bon classique que je suis extrêmement contente d'avoir découvert parce que c'était un de mes livres où je me disais il faut que je les ai lus une fois dans ma vie, quoi. Donc vraiment très bien. Voilà pour les livres que j'ai lus dernièrement, j'en ai terminé. Je vais vous présenter la seule série que j'ai regardée, ou que j'ai terminée en tout cas, dernièrement. J'ai regardé Gossip Girl Nouvelle Génération sur Salto. Gossip Girl Nouvelle Génération, c'est tout simplement le reboot de la série Gossip Girl de l'époque, la série de mon adolescence que j'aimais tant, et dans laquelle d'ailleurs j'étais amoureuse de ce personnage extrêmement problématique et toxique qui n'est d'autre que Chuck Bass. Innocence oblige bien sûr. Et donc j'ai regardé le reboot. C'était pas excellent, franchement c'est pas excellent. Voilà, tu restes toujours dans la nostalgie de l'ancienne franchise, de l'ancienne série. Donc forcément tu peux pas trouver ça excellent. Ça se regarde, c'est un peu ahurissant. Voilà, c'est un peu ahurissant, ça manque un peu de crédibilité, hein. C'est pas extraordinaire, c'est pas mauvais. Franchement c'est pas mauvais, ça se regarde plutôt bien même. Mais pas extraordinaire, voilà, pour ceux qui seraient intéressés bien sûr par ce reboot, hein, voilà, c'est à savoir.
sachant qu'on y intègre les trucs de la nouvelle génération, voilà, tout ce qui va être réseaux sociaux, etc., etc. On est vraiment dans un reboot complet qui se place dans notre époque. Donc assez intéressant, mais pas forcément renversant, quoi. Voilà pour le petit pitch de cette nouvelle génération de Gossip Girl. J'en ai terminé pour cette update, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des livres que je vous ai présentés ici. C'est toujours un plaisir pour moi de vous parler de mes dernières lectures. Et puis ben voilà, en attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.